Our next speaker will be from Venezuela, Dr. Eduardo Griaves. I hope I pronounced that right. On one of the more exciting prospects for future nuclear reactors, the thorium molten salt reactor. Yeah. Well, I'd like to thank the organizers for inviting me to participate here. First, I'd like to acknowledge some of my collaborators. In particular, je tiens à remercier les organisateurs. Je travaille avec Sylvie Delpech au laboratoire d'Orsay, à l'Institut de physique nucléaire. Je tiens aussi à rendre éloge cette discussion à la mémoire de Kazuo Furukawa, qui était un spécialiste des réacteurs à sel fondu au Japon, qui est décédé en fin 2011. Ce que je veux aborder, les problèmes avec la technologie nucléaire, celle qu'on utilise aujourd'hui, le réacteur à sel fondu au thorium, les différentes propositions et projets qui existent dans le monde des réacteurs à sel fondu, et évidemment les perspectives dans l'avenir. Quels sont les problèmes des réacteurs aujourd'hui? Ils sont mal acceptés par la société. Après 60 ans de développement de ces réacteurs, il y a toujours un problème avec l'opinion publique. Je vais aborder ces points dans d'autres images. D'abord, c'est toujours le danger de la prolifération nucléaire. Comme vous voyez en haut, nous utilisons l'uranium-235 ou du plutonium-239 dans un réacteur pour produire de l'énergie. Ce qui en reste du combustible, c'est de l'uranium-238. C'est un matériel fertile, dit fertile, qui produit du plutonium. Et le plutonium, c'est évidemment intéressant parce que c'est plein d'énergie, mais c'est aussi connaît aussi une utilisation militaire. Une usine de 1000 MW d'uranium produit 232 kg de plutonium par an. Donc vous multipliez au niveau mondial, si vous avez 1000 réacteurs qui chacun produisent 230 kg de plutonium par an, ça devient une quantité considérable et un cauchemar pour la prolifération nucléaire. Et ça rend les gens, ça inquiète les gens. Un autre problème, c'est que les réacteurs actuels, ils ont donc les matériaux nucléaires dans une espèce de cocotte minute à très haute pression. Donc ça marche à plusieurs bars de pression atmosphérique. Et donc, on a vu ce qui a pu arriver à Fukushima. Pardon. Heureusement, aucun réacteur s'est complètement fondu, mais il s'est fondu un peu. Ça commence à produire de l'hydrogène pour provoquer des explosions qu'on a vues. C'est un risque d'accident qui est effectivement réel. Ensuite, la technologie actuelle, à peu près 1% du combustible est réellement utilisé. Il faut changer ce combustible et évidemment, il faut trier tous ces déchets, il faut le retraitement des déchets pour ressortir le combustible et les déchets. Ces déchets, s'ils ne sont pas retraités, évidemment, c'est un problème. On a des matériaux radioactifs qui sont radioactifs pendant des milliers d'années. Alors, si on compare donc avec ce que je défends, on pourrait dire que le réacteur au sel fondu au thorium
est le seul réacteur réellement vert. Moi, je pense qu'il faut une diversité de nos sources nucléaires et je pense que le nucléaire a un rôle à jouer. Il faut une technologie propre sans CO2. On veut qu'il y ait une sécurité pour qu'on puisse regarder l'avenir avec optimisme et sans inquiétude. On veut utiliser nos propres ressources. Nous, dans les pays du tiers-monde, nous voulons contrôler nous-mêmes notre futur et ne pas être soumis à l'impérialisme de certains politiques nucléaires qui nous transforment en consommateurs sans pour autant nous permettre d'être des partenaires égaux. Nous voulons nous-mêmes développer nos propres ressources. On ne veut pas être purement dépendant d'autres. On veut du nucléaire sans prolifération nucléaire. Qu'est-ce que c'est les réacteurs à sel fondu au thorium? Je vais d'abord boire un coup de l'eau. L'idée du réacteur au sel fondu au thorium est une idée de Eugène Wigner dans les années 50, développée par Alvin Weinberg au laboratoire de Oak Ridge aux États-Unis, qui a été à l'origine pas mal même des technologies d'aujourd'hui. La première révolution, c'est que le combustible n'est pas solide, c'est un liquide. C'est le combustible mélangé à des sels fondus, dans laquelle on mélange donc du thorium et très peu d'uranium avec les sels fondus. Cela circule à l'intérieur du réacteur. Ça sort du cœur pour transporter, donc ça va dans un échangeur de chaleur qui est ensuite échangé à la partie qui va générer l'électricité. Pourquoi utiliser le thorium? Le thorium est un produit fertile. On peut démarrer la réaction avec du plutonium ou avec de l'uranium-233 ou avec de l'uranium-235. C'est-à-dire, quand on transforme le thorium-232 va être transformé en uranium-233. Donc le thorium est fertile, ça produit de l'uranium-233, qui lui est fissible et qui devient donc une matière première. Mais dans cette chaîne, la transformation de 232 en uranium-233, il n'y a pas de production de plutonium. Le thorium est 4 fois plus abondant que l'uranium dans la croûte terrestre. Donc c'est pas 300 années comme pour l'uranium, mais 4 fois plus, sans changer beaucoup de choses. Ça fait plus de 1000 ans d'utilisation pour les ressources. Ça produit beaucoup moins d'actinides majeurs, beaucoup moins. Donc les actinides mineurs, ce sont les produits hautement radioactifs, donc beaucoup moins. Dans le cycle du thorium, la production d'actinides est beaucoup moindre. Cette petite boule de thorium contient autant d'énergie nécessaire que l'énergie qu'on a besoin pour toute une vie humaine si on utilise ce thorium dans un réacteur à sel fondu. Donc là aussi, vous voyez la densité. Pourquoi du combustible liquide? C'est évidemment un point important. Ça a une triple fonction. D'abord, c'est le combustible liquide. C'est le médium de transfert de la chaleur. Et c'est aussi ce qui va permettre le retraitement de la matière première. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ouvrir le cœur. On peut simplement faire circuler le liquide
et on peut retraiter en même temps qu'on en fait, échange la chaleur avec le combustible. Qu'est-ce que c'est les sels fondus? C'est un mélange de fluoride, par exemple de beryllium ou de lithium. Ce sont des sels, comme le sel de table, à la température ambiante, donc c'est solide, mais à haute température, ça devient liquide, à 550 ou 700 degrés. Ça a une chaleur très spécifique et une viscosité basse, ce qui est idéal pour l'échange de chaleur. Ça ne souffre pas sous l'impact radioactif, donc irradié par des rayons gamma ou alpha ou sous l'impact neutronique. Ce sel peut résister et n'est pas abîmé, ce qui est contraire à ce qui arrive avec du combustible solide. C'est un dissolvant pour des matériaux et ça a une bonne... Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce liquide? Il y a le combustible, ça peut être un tétrafluoride d'uranium, soit de l'uranium 235, ou ce qui sortira donc avec le thorium, de l'uranium 233, qu'on produit à partir du thorium. On peut aussi brûler donc des fluorides de plutonium. Donc le schéma, l'idée, c'est de prendre tout le plutonium des armes nucléaires du monde et d'utiliser ce plutonium comme un combustible. Et bien sûr, donc, ça permet de multiplier la ressource grâce à la conversion du thorium en uranium. Alors, une petite chronologie du développement de cette technologie. D'abord, en 1954, à Oak Ridge, aux États-Unis, on a développé un moteur d'avion pour transporter des armes nucléaires dans des avions sur des longues distances, de très longues distances. Donc, ils ont développé un moteur d'avion utilisant du thorium au sel fondu qui pouvait voler. Ça a été construit. Le Aircraft Reactor Experiment. Ça tournait pendant 200 heures, donc la réaction fonctionnait. C'était suffisamment léger pour être monté dans un avion. Ça leur a donné l'idée de faire un réacteur pour produire de l'électricité. C'était en 64 jusqu'à 69. Le MSRE, qui a tourné pendant 4 ans sans aucun problème. En 71, ils ont fait un surgénérateur avec des sels fondus. C'était une proposition. Ça a été repris par les Japonais qui ont développé le réacteur Fuji, le projet Fuji au Japon. Ensuite, il y a eu le projet Mozart, aussi et des propositions en France que je mentionnais rapidement à la fin. Voilà une photo de ce qui a été fait donc, en 65 aux États-Unis, qui a fonctionné pendant 4 ans. Donc là, vous voyez à peu près la taille d'une personne, qui a la taille de cette pompe. Ça n'a jamais produit d'électricité. Toute la puissance était juste envoyée dans l'atmosphère. Le réacteur était au centre. Chaque week-end, on l'arrêtait. Ils ont vidé le cœur en ouvrant les vannes en bas du réacteur. Et le lundi, ils remettaient en fait le combustible liquide dans la centrale. Donc c'est très différent à opérer par rapport aux centrales actuelles. Alors,
Il y a plusieurs propositions pour des réacteurs de ce type. La première classification, ou la double fluidité, ou le simple. L'idée, c'est d'avoir un cœur dans le premier, au centre, où la réaction a lieu, la fission donc a lieu, et les neutrons, en fait, sont envoyés dans ce qu'on appelle une couverture fertile qui entoure le cœur et qui, en fait, transforme du thorium en uranium-233, donc multiplie la ressource. Mais c'est extrêmement, c'est un surgénérateur, hein, donc, qui produit plus de combustible qu'il en consomme. À droite, c'est beaucoup plus simple, mais c'est un faible taux de... Ensuite, il y a des réacteurs donc à neutrons rapides, des surgénérateurs et des réacteurs qu'on appelle thermales. Ceci sont des propositions actuellement dans le monde. Le Mozart, donc, qui est le projet développé, décrit par Viktor Ignatieff en 2007 pour la Russie, pour l'Institut Kurchatov. À droite, c'est le projet européen EVOL, qui est donc le projet de Grenoble pour un réacteur, pour un surgénérateur au sel fondu au thorium, le EVOL, ce sont des projections et des études qui ont été faites sur la distribution de la température. Donc, c'est les flux de température dans le cœur. Alors, les avantages donc pour les réacteurs à sel fondu rapides, c'est que le cœur est extrêmement simple. C'est juste c'est une bouilloire. C'est extrêmement stable comme réaction. C'est très stable parce que le fluide, quand il chauffe, il prend plus de volume. Et quand le volume augmente, ça réduit la réactivité. Donc ça refroidit. Donc ça a une espèce de stabilité intrinsèque. Il y a des expériences, il y a des calculs neutroniques montrent que le réacteur monte en température, ensuite refroidit et arrive à une espèce d'état stable. Donc si vous coupez tout d'un coup tout le refroidissement, si vous coupez toute l'électricité, en fait, ce réacteur, il s'arrête tout seul. Ça produit donc plus de combustible. Les désavantages, c'est que ça double le temps d'autoproduction. C'est assez long. Donc, ce processus. Alors, en ce qui concerne le projet EVOL, tel qu'il a été décrit en 2008, le temps de doublement est de 40 ans. Donc ça, c'est un problème qu'on doit regarder pour effectivement augmenter la production du combustible. Ensuite, un autre désavantage, c'est qu'il faut un équipement de retraitement assez compliqué pour le retraitement des déchets. Donc, parce que le retraitement est fait, ça c'est une étude faite par un doctorant, il est dans mon bureau à Orsay. Maintenant, pour les réacteurs, donc le réacteur thermal, donc lent, a été conçu par Furukawa
qui a développé le concept du mini Fuji, et ensuite le réacteur Fuji, et ensuite un surgénérateur au sel fondu au thorium. Le mini Fuji, c'est un tout petit réacteur. Le cœur, ce serait à peu près de ma hauteur, très petit. Pourquoi? L'objectif, c'est de se faire les dents, d'obtenir l'expérience et de refaire les expériences qui ont été faites à Oak Ridge dans les années 1940. Les bibliothèques sont pleines d'informations, mais la vraie connaissance, c'est qu'il faut se mouiller la chemise, mettre la main à la pâte. Il faut construire un projet pour acquérir le savoir-faire pour de vrai, pour vraiment savoir ce qu'on fait et de se rendre compte de toutes les difficultés. Dans ces réacteurs, le contenu du réacteur, c'est essentiellement du graphite avec des trous. 60%, c'est le liquide qui tourne dans ce cœur. Et c'est le modérateur, celui qui ralentit en fait et qui peut arrêter même la réaction, c'est le graphite. Voilà une vision du Fuji. À gauche, c'est le cœur du réacteur avec 3 enceintes de confinement. Là, vous avez 2 endroits. Là en bas, vous avez des citernes. Vous pouvez évacuer donc le liquide et le sortir du réacteur et le mettre hors état de nuire dans la citerne. Le combustible ne fait que produire de la radioactivité quand il est dans le cœur avec le graphite. Une fois qu'il est sorti, il devient sans danger. Quand ça refroidit, ça devient une roche de sel sans danger. À droite, donc, vous avez les échangeurs de chaleur et les éléments pour transporter la chaleur et pour produire l'électricité avec des turbines. Ici, vous avez... Ça, c'est le réacteur du cœur du Fuji. C'est un petit réacteur, seulement de 160 MW électriques. C'est tellement sans danger qu'on peut le construire très proche des villes. Et donc, on a beaucoup moins de pertes pour le transport de l'énergie entre le lieu de production et le lieu de consommation. Ça, c'est la première zone de confinement. Et la deuxième, ici, dans la partie rouge, ou pourpre, si quelque chose arrive, on fait sauter donc la vanne en bas. Ça, c'est l'échangeur de chaleur. Quels sont les avantages essentiels? C'est quasiment impossible d'avoir un accident grave ou une explosion parce que c'est à pression ambiante. Le sel fondu est chimiquement inerte, ça ne réagit pas à l'eau ou à l'air. Le point de fusion est le double de la température. Tout excès de chaleur est en dessous donc de la zone de danger. Il y a d'autres avantages que je ne peux pas développer ici, juste seulement 2. Ça, c'est le processus de l'échange de chaleur. En injectant de l'hélium, on fait sortir les gaz radioactifs qui sont produits par la fission. C'était fait, donc, c'est une expérience faite à Oak Ridge,
aux États-Unis. Donc, en cas de problème, disons, tous ces gaz sont parfaitement contrôlables. Et avec le nouveau... Disons, tous ces gaz, en fait, n'existeront plus avec la filière thorium. Ce qui est arrivé à Tchernobyl, dans un réacteur normal, il faut avoir un excès de radioactivité pour éliminer le xénon. Ici, on va les extraire directement. Sans l'empoisonnement au xénon, le réacteur peut monter, on peut le réguler en forte et moindre puissance, alors que d'autres réacteurs doivent toujours fonctionner au même niveau. Donc c'est un réacteur qui peut produire de l'énergie, l'électricité. Par exemple, on peut le mettre à petit feu pendant la nuit et le mettre à plein feu en journée. Il peut être régulé. La vanne qui fait la clôture, donc en bas, elle est en fait, c'est refroidi par de l'air froid qui est soufflé dessus, qui fait que le sel est fondu. Si vous coupez l'électricité, le sel n'est plus refroidi, alors elle décongèle et en fait elle s'ouvre en décongélant. Et tout le combustible liquide va donc descendre dans la citerne de récupération. Donc c'est un refroidissement passif. Si on avait eu ce genre de type de réacteur à Fukushima, il n'y aurait aucun dégât grave. Une fois récupéré le combustible, on peut le refondre et le réutiliser comme combustible. Ensuite, il y a la sécurité. Le combustible est uniquement en état critique quand il est en rapport avec le graphite dans le cœur. Il y a beaucoup moins de déchets. Le combustible peut rester pendant 30 ans dans le réacteur. Le thorium produit très peu d'actinides ou de transuraniens, 2 ou 3 fois moins de déchets. Voilà une proposition de Furukawa de retraiter le combustible de réacteurs actuels en utilisant ces combustibles dans des fluorides qu'on peut utiliser comme combustible pour les réacteurs au thorium. Au sommet, il y a un accélérateur, c'est-à-dire une source un accélérateur de particules qui envoie des protons donc des protons sur le combustible à l'intérieur. C'est utiliser un processus nucléaire qu'on appelle la spallation. C'est quand un particule, par exemple un proton, s'impacte sur, par exemple, un métal, ça devient une source de neutrons. C'est-à-dire que le métal va émettre des neutrons. C'est une réaction donc aux neutrons extrêmement riche. Le réacteur lui-même, donc les réacteurs ne viennent pas de l'intérieur du réacteur, mais sont générés par cet accélérateur de particules. Donc, dans ce processus, vous n'avez pas besoin d'un processus de surgénération de neutrons rapides pour créer du combustible. Donc, vous pouvez utiliser beaucoup de combustible et vous pouvez donc l'utiliser pour transformer le thorium en uranium-233.
Concernant la non-prolifération et le terrorisme, il n'y a pas de production donc de plutonium et on peut donc faire du plutonium militaire un combustible pour de l'énergie et de l'électricité. L'uranium les produits, l'uranium 233, c'est très difficile de l'utiliser pour des armes. C'est très difficile à le transporter. C'est extrêmement radioactif. Donc, c'est tellement dangereux que c'est très difficile à traiter. Et donc, ça crée une autre forme de sécurité. On ne peut pas. C'est très difficile donc à traiter. Ou sinon, il faudra une telle protection avec des parois. Ce serait quasiment impossible pour un avion de le transporter. Donc, ce qui fait que du thorium, quelque chose qui donne l'avantage à la non-prolifération. Donc, armes nucléaires, zéro, indépendance d'énergie et l'utilisation de nos propres ressources. Nous avons du thorium au Venezuela et au Brésil. En Europe, quelques pays travaillent. Vous voyez les noms. Il y a des organisations et il y a des universités, des individus et des instituts qui étudient, travaillent sur cette question-là. Au Japon, il y a une nouvelle proposition de Takashi Kamei, qui est le grand spécialiste actuel et le forum actuel du sel fondu. C'est ceux qui ont mis au point donc, le réacteur Fuji. Ensuite, il y a l'Inde. C'est un pays émergent qui joint donc le club des pays qui veulent développer les réacteurs à sel fondu. Ils ont un projet en 3 étapes pour utiliser le thorium mis sur pied par Baba, le physicien nucléaire Baba. Actuellement, il pense qu'il s'oriente aussi vers les sels fondus. Les États-Unis, il y a 2 sociétés. Il y a Fleeb Energy, dirigée par Kirk Sorensen, et Transatomic Power, qui vient de MIT. Il y a des étudiants. Et il y a le Thorium Energy Alliance, qui est très actif aux États-Unis. Au Venezuela, nous avons un petit dispositif et nous faisons des expériences, pas avec des sels fondus, pas à des hautes températures, en température ambiante avec des combustibles liquides. Là, vous voyez quelques photos de mon laboratoire au Venezuela. Ce spectre a été obtenu il y a 1 semaine par le dispositif qu'on a là-bas. Et bien sûr, le pays qui est le plus avancé sur la question, c'est la Chine. La Chine est décidée de faire des réacteurs à sel fondu avec tous les autres, avec les réacteurs à lit de boulet, avec des surgénérateurs, avec des réacteurs à neutrons rapides. Ils ont annoncé donc en mars d'investir 300 millions de dollars pour le développement des réacteurs à sel fondu. À la conférence de Shanghai, l'Institut pour les physiques appliquées travaille avec le soutien de l'Académie des sciences en Chine. Cette année, c'est déjà 100 millions de dollars qui est investi là-dedans.
Et voilà. À Hong Kong, seulement l'énergie nucléaire est capable de satisfaire les demandes d'énergie électrique pour l'humanité. Les réacteurs actuels représentent quand même des problèmes qui les rendent pas forcément acceptables par la société. Il y a maintenant un mouvement au niveau mondial pour les réacteurs à ciel fondu. Ce développement est recommandé, qui peut amener la meilleure technologie. Le MSR peut fournir de l'énergie propre, en grande sécurité et une source bon marché pour la société. Merci beaucoup.